Bonsoir à toutes et à tous. Et d'abord, comme disait Malraux, merci d'être là. Je suis désolé de ne pas l'être car je suis actuellement retenu par une méchante opération chirurgicale mais qui est en voie de terminaison, je vous rassure et vous remercie. Merci d'être présent à ce rendez-vous de l'amitié et des retrouvailles avec Charles Ostenbrock de Lange, qui, il y a bien longtemps, était ici, dans nos murs, notamment à l'école des Beaux-Arts de Bourges, dans les années 1969-70. Comment en est-on arrivé là? Une fois de plus, tout ça c'est la faute d'Alain Meillan, disons-le tout net. En effet, Alain m'avait demandé de mettre en récit ses souvenirs avec Léo Ferré à l'occasion d'un récital qu'il avait présenté en 2012, qui s'appelait Léo de Hurlevent. J'avais écrit ce récit, Bernard Capot l'a lu, et il m'a dit « mais il faudrait que tu rencontres mon copain Charles, qui a une vie complètement extraordinaire et qui pourrait raconter sa vie. » Ce que j'ai fait. Et je l'ai fait en me mettant un peu à la manière d'un interprète, d'un comédien, dans les neurones et dans le cœur de Charles pour pouvoir rendre au mieux l'interprétation de ce qu'il m'a raconté. Tout ce qui est raconté dans le livre est vrai. En tout cas, c'est la version de Charles, c'est la vérité de Charles. Chapitre après chapitre, je lui envoyais ce que j'avais écrit, il le validait et je continuais. Voilà comment est né Charlie, numéro 70-99, premier tome, Famille d'écueil. J'aurais beaucoup aimé vous lire quelques extraits du roman lui-même, enfin de la biographie romancée plutôt, mais comme j'ai d'excellents lecteurs à disposition, ne nous privons pas du singulier plaisir de découvrir quelques extraits du livre La biographie romancée de Charles Ostenbrock, Charlie, 70-99. En ce temps de grâce 1959, la messe de 11 heures connaît une affluence remarquable. Il faut dire que le curé de l'endroit est particulièrement astucieux pour développer la fréquentation de ses ouailles. En accord avec le maire, auquel il autorise exceptionnellement ce matin-là l'accès à la chaire, notre curé multiplie les bénédictions diverses et variées, au début de la messe, puis à l'issue de l'office. D'abord, les conscrits des environs sont réunis dans le chœur de l'église pour une tournée générale d'eau bénite qui les place sous la protection du Très-Haut. Puis la messe terminée, les fidèles se rendent en procession devant le parvis pour gagner le champ de foire, en suivant les reliques de Saint Nicodème, que le bedeau brandit dans un ostensoir étincelant. Et là, le prêtre procède à la bénédiction de tout le matériel roulant que les paysans ont bien voulu regrouper à l'occasion de l'assemblée. Tracteurs, charrues, semoirs, faucheuses, herses, moissonneuses, tombereaux, tonnes à lisier. Tout cela est collectivement placé sous la protection de la Sainte Église catholique, apostolique et romaine. Certes, en ces circonstances, ferveur et superstition font bon ménage, car parmi l'assistance, certains sont réellement convaincus des vertus de l'eau bénite pour sauver le tracteur des pannes d'allumage. Dans le même registre, nombre de pauvres conscrits, appelés en Algérie pour la plupart, sont persuadés que le rite de l'aspersion les mettra à l'abri des balles du FLN. En ce matin du 15 août 1959, le sous-brigadier a suivi avec une grande attention l'exposé de son capitaine, surtout quand celui-ci a martelé « Intéressez-vous d'abord à tout ce qui peut avoir l'aspect du neuf sur un étal de marché et systématiquement demandez à voir les factures des marchandises. Habituellement, c'est le meilleur moyen d'en vérifier l'origine. » Les propos de son supérieur ont suscité un vif intérêt dans l'esprit du gendarme La Fontaine. Chacun l'aura compris, la famille Thénardier sera bien incapable d'accéder aux demandes des gardiens de l'ordre. Quand
elle sera sommée de fournir les factures correspondant aux vêtements d'enfants empilés sur une frêle table à tréteaux. Je vais les voir regagner piteusement leur logis, tête basse, encadrée de 2 képis impénétrables, alors que je suis occupé à donner du grain aux 4 poules pondeuses qui ont la détestable habitude de me piquer les mollets quand leur nourriture tarde à venir. Mon séjour dans cette singulière famille d'accueil va se trouver tragiquement écourté, quelques semaines plus tard, au tout début de l'automne. En second lieu, une autre conséquence apparaîtra quelques jours après mon accident, au détour d'une conversation avec maman Lecoeur. Ce soir-là, ma mère nourricière déploie une douceur, j'allais dire une tendresse inaccoutumée, en désinfectant ma plaie et en réajustant le pansement que je porte au front. Dans le silence ambiant, j'entends soudain de discrets reniflements qui me font lever les yeux vers ceux de maman. J'y découvre 2 larmes muettes, coulant le long des rides qui barrent ses joues. Soutenant mon regard, elle me sourit tout en posant sa main sur ma tête. « Tu sais, Charles, ton papa et moi, on a bien cru t'avoir perdu l'autre jour, à l'école, murmura-t-elle. Elle se penche vers moi et ajoute « J'ai eu si peur. Te voir allongé sans bouger, j'ai tout de suite repensé... À quoi, maman ? À notre fils, mort à la guerre. Il avait 19 ans. Et tu lui ressembles tellement, mon petit Charles, ajoute ma maman en me serrant contre elle. Papa Marcel cesse alors la lecture de son journal, qu'il replie soigneusement. Lui aussi a le regard embué de ceux qui revivent de douloureux souvenirs. Par petites phrases courtes, hésitantes, ils me racontent alors que leur fils unique, sur une plage du Nord au nom invraisemblable Zuidcote, qui fait face à l'Angleterre, est mort en juin 1940, mitraillé par un Stuka allemand, qui volait en rase-motte pour mieux ajuster ses cibles humaines sans défense. Mort pour la France. Dans une ultime fuite éperdue devant ces balles brûlantes qui tombaient du ciel en mortelles ondées de métal. J'apprends également que je suis le portrait réincarné du jeune soldat. J'ai le même buste frêle, la même démarche sautillante, la même forme de visage aussi, et le même regard bleu d'opale, insiste maman.